Ah, putain. Shalom à tous. On se retrouve avec Eliezer Charodotsky pour parler de, je sais pas, c'est un nouveau thème. Tu lances un nouveau thème ce soir, Histoire d'Israël, lecture entre les lignes. Tu vas nous parler pourquoi tu as choisi le thème, c'est quoi exactement cette lecture entre les lignes. Tu nous parles, tu nous dis que tous les 10 ans, tout est perdu, tous les 10 ans, il y a quelque chose qui se passe en Israël. C'est le sujet de ce soir pour Midreshet, Yehuda, Manitou, Bechavod, Eliezer. Shalom, shalom. Tov, les amis, Important, alors je vais présenter le sujet général, le sujet macro par le sujet c'est micro. important, c'est Et important. ensuite, vous allez, Le début est important. On vous allez entend, on entend. comprendre. On entend? Yofi. Metsuyan. Euh, Tout est perdu devait être écrit entre guillemets. Entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une citation. C'est une citation. C'est ce qu'on a le sentiment de vivre, c'est que tous les 10 ans, tout est perdu. Il y a un philosophe juif du XXe siècle, je crois que c'était Vladimir Yankelevitch, qui lui disait que euh, chaque génération du peuple juif a le sentiment, à un certain moment, d'être au bord du précipice. Euh, dans la Haggadah, eh bien, on le dit manière très, très claire, c'est Bechol Dor Vador, Omdim Aleinu Lechaloteinu, Vakadosh Baruch Hu Metzilenu Beyim Yadam, c'est qu'à chaque génération, il y en a qui se lèvent pour nous anéantir et Kadosh Baruch Hu nous délivre de leurs mains. Et d'une manière peut-être un peu plus optimiste, on pourrait le dire en citant le Shir Hashirim, כן, מקבץ, מדלג על ההרים, מקבץ על הגבעות, הנה דודי, כן, מדלג על ההרים, מקבץ על הגבעות. Et nos sages de dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Il passe par les montagnes, etc. Et bien pour dire pourquoi, c'est que la Géoula, son avance, eh bien, parfois elle est évidente quand il est en haut de la montagne, et parfois on ne voit pas, c'est caché. Mais chose qui est intéressante, c'est que même quand c'est caché, même que quand le dode, il est dans la vallée, eh bien il avance. Et il y a juste un problème, c'est que tu ne vois pas. Quand il est dans les hauteurs, eh bien tu vois. Mais parfois c'est caché, c'est très joli de dire ça. Vous savez, au niveau en apprenant des commentaires du Maharal, du Maharal de Prague, en apprenant ce qu'on appelle la Chokhmat Emunah, la sagesse de la foi juive, c'est très bien, mais lorsque on le voit dans notre vécu, eh bien, ça demande quand même euh, pas mal de force pour comprendre quand même quand tu ne vois pas se dérouler à tes yeux la Géoula, eh bien, quand même, c'est d'elle-même qu'il s'agit aujourd'hui. Je vous propose de commencer un thème qui n'est pas seulement historique, mais qui est historiosophique, qui nous rappelle pas seulement aux faits de notre histoire, mais au sens de notre histoire, et plus même qu'au sens de notre histoire, mais au cycle, aux fluctuations cycliques de notre histoire, que je voudrais vous inviter à explorer sur les 100 dernières années. Sur les 100 dernières années, voire pas seulement les grands faits de l'histoire juive, Balfour, la déclaration Balfour, San Remo, le mandat britannique, la Seconde Guerre mondiale, la déclaration d'indépendance, le vote à l'ONU, la guerre des 6 jours. Très bien, très bien, très bien. Très souvent, ces grands événements, ils ne nous éclairent pas notre histoire, mais ils l'obscurcissent. Ils la rendent plus obscure.
Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce qu'à côté d'une victoire comme la guerre des 6 jours, eh bien, tout le reste, c'est du kiki. Tout le reste, c'est bien pire. Si tout est mesuré à l'aune de la victoire de la guerre des 6 jours, eh bien, il ne peut pas y avoir de victoire. Tout le reste est défaite. Pour preuve, la guerre de Yom Kippour, qui entre nous était une victoire bien plus grande que la guerre de 6 jours, on va en parler, mais pas aujourd'hui, eh bien, elle est perçue comme quoi? Comme une défaite. Elle est perçue comme, on dit, amerdal, l'échec. Elle est perçue comme, pas comme une défaite, mais comme un échec. Okay? C'est un problème, mais ce n'est pas seulement pour cette raison que ça obscurcit tout le reste. C'est parce que on a l'impression que l'histoire, elle est faite uniquement de grandes lignes. Mais qui est-ce qui a préparé la victoire de la guerre des 6 jours? C'est l'un des premiers ministres les moins connus de l'histoire d'Israël. Il est connu surtout pour son bégaiement. Lévi Eshkol. Et il est connu pour ses blagues. Il y a même un livre qui est sorti, Bdichot Lévi Eshkol. Mais c'est lui qui a préparé la victoire. Oui, mais c'est écrit entre les lignes. Nachon. Mais sans entre les lignes, il n'y aurait pas eu de victoire de 6 jours. Il n'y aurait pas eu ça. Et c'est cette histoire cyclique, et c'est c'est l'histoire cyclique, surtout notre histoire entre les lignes, que je propose d'éclairer. Une histoire peut-être parfois moins connue, mais une histoire qui donne courage. Pourquoi? Parce qu'elle nous enseigne que les plus grandes choses, elles sont écrites entre les lignes. La plus grande signification, elle se cache au-delà des grandes lignes de l'histoire, des grands événements qui sont là pour éblouir, mais pas pour éclairer, pas toujours pour éclairer. Et si on veut véritablement ressentir le vecteur profond de notre histoire et de ce qui se passe, eh bien, il faut aller lire entre les lignes. Il n'y a pas eu plus grande catastrophe en Eretz Israël ces derniers 100 ans que personne ne va donner la réponse que je vais vous donner aujourd'hui. Bien que ce soit évident, il n'y a pas eu sur les derniers, vous savez, 110 ans, pas eu plus grande catastrophe en Israël que, ben dites, qu'est-ce que vous dites? La plus grande catastrophe en Israël, c'est 110 dernières années. C'est quoi? Écrivez, vous pouvez écrire sur le truc. Vous pouvez ouvrir le micro. Vous pouvez ouvrir le micro. Juste allez, pour... 1973. Pardon? Oslo. Ok. Et 1973. Kippour. Oslo. Kippour. Bien fait. 73, c'est Kippour. La sortie de Gush Katif. Oui. Gush Katif. Très bien. Bien fait. Maot. Oui. J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Le plus grande catastrophe. Quoi? L'assassinat d'un premier ministre. Quoi? L'assassinat d'un premier ministre. L'assassinat du Premier ministre. Oui, quand même. Ne pas connaître la centralité, le retour. Non, je parle d'événements. Quels sont les événements les plus catastrophiques de l'histoire d'Israël en Israël sur les 110, 120 dernières années, peu importe. D'avoir donné le mot du temple. Yofi.
76, Moshe Dayan. Il y a 2 semaines, on a parlé d'Altalène. Peut-être vous pourriez dire aussi l'Altalène. Catastrophe. Quoi d'autre? Khaverim. Allez, ouvrez les micros. Allez. Khaverim, je veux vous dire, même si je fais l'ensemble de tous les morts que vous avez maintenant, des guerres et des événements que vous avez mentionnés, eh bien, on n'approche pas d'un dixième de l'événement que je vais vous mentionner. Un dixième. À Oslo, il y a eu 1200 morts après Oslo. Et dû à Oslo. Vous comprenez? Maintenant, Les frères musulmans dans le gouvernement d'Israël. les frères musulmans dans le gouvernement d'Israël. Khaverim, vous parlez comme s'il s'agissait des 50 dernières années. Moi, j'ai parlé des 120 ans. Et vous êtes des personnes qui connaissaient l'histoire beaucoup plus que la moyenne israélienne. Beaucoup plus que la moyenne israélienne. La Shoah. Non, la Shoah. C'est pas en Israël. C'était pas en Israël. Je parle de ce qui s'est En passé en Israël. Israël. Ça a failli. En Israël. Hein? Je parle d'Israël. L'assimilation. Il n'y a pas d'assimilation en Israël comparé à ce qui se passe à l'étranger. En Israël, c'est moins de 10%. À l'étranger, c'est plus de 50%. Non. La guerre d'indépendance? La guerre d'indépendance. Oh, quand même, il y a plus de 6000 morts, Khaverim, 1% des habitants juifs de l'État. Khaverim, vous n'approchez même pas. Vous n'approchez même pas. Vous pouvez répéter la question? L'événement le plus catastrophique qui s'est produit en Eretz Israël dans les 110 dernières années. La malaria. Le partage de 48. La malaria, ok, vous pouvez. Mais il y a eu beaucoup de malades de malaria, mais on nous mourait dans les années. Ok. Tu nous donnes un indice? Allez chercher. Accepter l'idée Au d'un début État des 110 palestinien. dernières années. Allez chercher au début des 110 ans. Accepter l'idée Pas d'un au État milieu palestinien. et pas à la fin. Le partage. Le 900. partage. Au début des 110 ans, pas des 70 ans. 1900. Le congrès de Bâle, vous voulez aller là-bas en Goda. Mais ça. Khaverim, combien de juifs on était avant la Première Guerre mondiale? 18. En Israël. Beaucoup. En Israël. En Eretz Israël. Pas beaucoup. En Eretz Israël, on était 85 000 juifs. Voilà, c'est ça, je disais hier. En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, combien de juifs nous sommes? Pas beaucoup, encore moins. Nous sommes 58 000. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce tiers de juifs qui n'est plus là? Un tiers du Yishuv, pas 1% du Yishuv, pas 2%, un tiers du Yishuv est déporté, meurt de famine, de typhus dans l'armée ottomane où il est mobilisé de force, sur les chemins, allez au cimetière de Kvutzat Kinneret. Vous allez voir là-bas toutes des lignées de tombes toutes petites, d'enfants qui ont été exilés du centre du pays vers le nord, et on n'a même pas leur nom, et qui sont morts de famine. Quelle était la profession la plus répandue parmi les filles de Jérusalem? J'ose même pas le dire. Parce qu'elles le faisaient pour survivre, pour ne pas mourir de faim, et pour nourrir leurs enfants. La population juive de la vieille ville de Jérusalem a passé de 45 à 33 000 personnes. Où elles sont les 12 qui sont parties? Eh bien parce que la plupart, elles sont parties. Elles sont parties dans l'autre monde. Par famine, par maladie. Pourquoi est-ce qu'il y avait tellement de maisons d'orphelins?
et qu'on laissait, comme l'histoire de l'enfant qu'on laisse à la porte du Rav Kook, une femme avec un tzetele, une pièce écrite dessus, écoutez, je sais que vous pourrez prendre en charge mon enfant, moi, je n'ai pas les moyens. Il y avait des milliers d'enfants comme ça. Des milliers d'enfants comme ça. Pas un, pas deux. Ça s'est produit pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, le Yishuv en Eretz Israël a perdu presque un tiers de ses habitants. Vous imaginez? Un tiers. Il y a eu l'exil de Tel Aviv de 1914. Il y a eu l'exil, la déportation de Tel Aviv de 1917. Il y avait l'ottomanisation forcée, la mobilisation forcée, la mise à mort des premiers Rougei Malchut à la porte de Jaffa en 1916, de Juifs attrapés et faussement accusés de, comment dire, harikout, non, harikim, déserteurs, d'avoir déserté l'armée et pendus à la porte de Jaffa. Vous comprenez? Et ça, lorsqu'on a cela pour perspective, eh bien, c'est une toute autre chose. Et il faut savoir que cela est venu, la Première Guerre mondiale, après des acquis fulgurants pendant les 2 premières aliyot. Prenons la deuxième aliya de 1904 à 1914, qui a fait toutes les plus grandes conquêtes. Elle a conquis l'hébreu. L'hébreu qui devient la langue d'enseignement au Technion, qui vient d'être fondé, mais qui va commencer à fonctionner après la Première Guerre mondiale, dans les jardins, dans les écoles. Pour finir, c'est la langue qui s'impose. La conquête du labeur, du travail. Première aliya, elle a fini par céder à l'appât du travail arabe, beaucoup bien meilleur marché. Et puis là, on reconquiert tous les métiers manuels de labeur de la terre, etc., etc. C'est la seconde aliya. Deuxième conquête. Troisième conquête, c'est la conquête de la défense, de la shmira, qu'on ne laisse plus aux mains des Tcherkessim, des Tcherkassiens, des Bédouins, etc., qui nous rançonnent, qui nous font marcher, etc., qui nous font chanter, pardon. Non, Bar Giora, Guidonim, Hashomer. Et puis, les premiers kibbutzim, Koutzat Kineret, Dgania, la première ville juive, 1909, Tel Aviv. Tous ces énormes acquis, les premiers, Agudat Betzalel, l'Institut d'art que le Rav Kook salue dans son adresse, dans sa lettre à l'Agudat Betzalel, où il dit c'est le signe de notre renaissance. Parce que quand la petite Shoshana, la métaphore que le Rav utilise, la petite Shoshana qui est très, très, très malade et dont sont désespérés déjà tous les médecins, eh bien, tout d'un coup, elle se réveille et elle dit « Je veux ma bouba, je veux ma poupée ». Qu'est-ce que tu as besoin de poupée? Tu as besoin de manger, tu as besoin de faire des exercices, tu as besoin de boire. Mais non, vous ne comprenez pas, parce que quand Shoshana, elle veut sa poupée,
Ça veut dire qu'elle a guéri. Ça veut dire qu'après la poupée, eh bien, il y aura l'eau, et puis il y aura la bouillie, et puis il y aura la salade, et puis il y aura, il y aura tout le reste. Eh bien, c'est la même chose avec le Yishuv, dit le Rav. Si le Yishuv s'intéresse pas seulement au pain et à l'eau, et pas seulement à la terre, mais à l'art, eh bien, c'est comme la poupée. Ça veut dire qu'il a soif de vivre. Et tout le reste, eh bien, ça va suivre. Tout cela se passe pendant la deuxième Aliyah. Il y a des dizaines de Yishuvim qui sont établis. Première Aliyah, seconde Aliyah, des kibbutzim, des moshavim, tout ce que vous voulez. Il y a près de 40 000 Juifs qui arrivent. Il y a tout le futur leadership qui vient avec Ben Tzvi, avec Ben Gurion, avec Charette, avec Eshkol, tout ce que vous voulez. Et puis arrive la Première Guerre mondiale. Et la Turquie qui est alliée de l'Allemagne. Et les officiers allemands qui commandent l'armée turque. Et avec le front qui doit passer par Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils doivent combattre les Britanniques qui sont en Égypte. Depuis 1882, les Britanniques qui sont en Égypte. Donc, toutes les forces ottomanes, elles doivent passer par Eretz Israël. Le centre névralgique, c'est Beersheva. Ils ont besoin de forces logistiques, pour amener toutes les choses, etc. Les Juifs, tout d'un coup, deviennent citoyens ennemis, parce que jusque-là, les Juifs, ils étaient pour la plupart citoyens russes, britanniques, français, italiens, tout ce que vous voulez. Très peu étaient allemands ou ottomans. Tous ceux qui ne sont pas partis, qui ne font pas partie de l'Allemagne et de ses alliés ottomans ou austro-hongrois, eh bien, ils deviennent du jour au lendemain citoyens ennemis. On dit, soit vous renoncez à votre passeport et vous devenez ottoman, c'est-à-dire vous êtes mobilisé dans l'armée, soit on vous déporte, on vous met à la porte. Vous allez en Alexandrie, les bateaux britanniques vont venir vous chercher. Et Ruhmikun, je ne sais pas comment on le dit en turc. Et une invasion d'insectes de Chagavim 1916, c'est quelque chose. Et puis c'est la famine, et puis c'est les Juifs qui meurent du typhus dans l'armée turque, et puis c'est toutes les maladies possibles et imaginables, les déportations, les actes sauvages des Turcs, etc., etc. Et comme le décrit Henrietta Zolt, qui arrive en Eretz Israël immédiatement après la fin de la Première Guerre, avec un hôpital de campagne formé de médecins et d'infirmières venus des États-Unis essentiellement, qui arrive ici et qui dit « Ouais, c'est le troisième Khurban. » Ce que je vois, c'est le troisième Khurban. La destruction du troisième temple. Vous avez ces deux images, ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a pendant, ces 4 années des plus terribles en Eretz Israël. Et maintenant, vous regardez entre les lignes de ces événements. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le réseau d'espionnage Nili. À peine une trentaine de Juifs, et pas seulement de Juifs, qui permettent la percée britannique sur le front sud et la libération en décembre 17, à la veille de Hanouka, de Jérusalem. Les informations qu'ils ont fournies, d'après les Britanniques, ont économisé
30 000 personnes, 30 000 soldats. Mais ce n'était pas la seule chose. Ce n'était pas seulement des espions. C'était des personnes qui recevaient aussi de l'argent que Dizengoff, Meir Dizengoff, distribuait dans le Yishuv aux Juifs affamés. Et c'était le premier cas de l'histoire juive millénaire où les Juifs d'un État Aleph espionnaient contre l'État Aleph. Les Juifs qui habitaient dans l'Empire ottoman espionnaient contre l'Empire ottoman. Alors que tous les autres Juifs, 1,5 million, combattaient chacun pour son État. Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'Autriche-Hongrie, vive ci, vive ça. 1,5 million. Il y avait un peu plus d'une trentaine de Juifs ici qui luttaient pour leur peuple contre l'Empire où ils habitaient. Un cas sans précédent dans l'histoire juive d'exil, sans précédent. Et pour lequel ils ont payé très, très cher de leur vie. Sarah Aronson, Avshalom Feinberg, Yosef Lishansky, etc., etc. Belkin, Nachman Belkin, Ken. On peut voir leur musée à Hadera et un autre musée à Zichron Yaakov. C'est ce qui se passe en filigrane. Deuxième chose, ce n'est pas seulement Nili, c'était les Gdoudim Haïvriim, les bataillons juifs. 3 bataillons formés dans le cadre de l'armée britannique, combattant sous l'emblème du Magen David, qui étaient là et qui combattaient en Israël, ou qui se préparaient à combattre en Eretz Israël, formés par Jabotinsky et Trompeldor d'abord. En 1915 encore, ils ont combattu à Gallipoli, dans les Dardanelles. Et puis, en 1917 et 18, quand ils ont combattu ici, en Eretz Israël, 15 000 soldats. Les premières forces armées juives. Même pas à peine 1% de tous les juifs qui s'entretuaient durant cette première guerre mondiale, 1,5 million, il y avait 15 000 qui menaient la guerre pour leur peuple. 1% de tous les juifs combattant dans cette guerre qui ce n'est pas pour rien qui a commencé le 9 Av, le jour où les Allemands ont déclaré la guerre aux Russes, 1% combattait pour le bien de son peuple et pas pour les illusions je ne sais pas, à la Zemmour. Mais chacun dans son bled. Certains forcés, d'autres volontaires. Ce n'était pas tellement volontaire, bien que beaucoup, oui. Mais ailleurs, 100 000 qui combattaient dans l'armée allemande, 50 000 dans l'armée britannique, 5 000 dans l'armée serbe, partout, où vous voulez. Et qui voyaient un devoir presque divin de combattre pour la patrie qui m'a donné la citoyenneté. 15 000, 1%. À peine 1% combattait ici. Et pas n'importe où, sur le Jourdain, près de Jéricho. Ironie de l'histoire. Eh bien, on voit que ce qui se passait au niveau
au niveau tragique, eh bien, cachait quelque chose de tout à fait salutaire. Ce n'est pas pour rien que Rav Kook, dans Oroth Milchama, il écrit que Kolot Milchama de Pamei Mashiach, que quand on entend le son de la guerre, eh bien, il parle de la Première Guerre mondiale, qu'il voyait se développer à ses yeux. Il était à l'époque d'abord en Suisse, enfin, d'abord quelques jours en Allemagne, ensuite près de 2 ans en Suisse, et ensuite comment dire, et ensuite en Angleterre. Eh bien, il disait Kolot Milchama Ze Pamei Mashiach. Ce sont quand on entend la guerre, que les nations se font la guerre, eh bien, les pas du Messie avancent. Et on voit ces pas avec Nili, avec les Gdoudim Haïvrim. Je vous invite à visiter leur Beit HaGdoudim dans le Moshav Avichael, près de Netanya. Un truc fantastique. Vous y serez les seuls. Quand vous y serez presque les seuls. C'était le jour de la fondation des Maïvrim. Avec mon fils, on y a été. On était les seuls. Il y avait encore 2 femmes ensuite qui sont venues, qui étaient plus fascinées par le musée, par la présence d'un enfant qui n'est même pas encore bar mitzvah dans ce musée que par tout le musée, bien que le musée soit très très bien fait. Zéo. Mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas la seule chose. La chose peut-être une des plus significatives, c'est le 2 novembre 17, c'est la déclaration Balfour. Comprenez, je dis ces choses, je sais que vous savez toutes ces choses. Nili, vous connaissez, Balfour, vous connaissez, et les Gdoudim, j'imagine que la majorité d'entre vous connaissent. Mais le problème, c'est que ce n'est jamais présenté, c'est toujours présenté comme les grandes lignes. Je voulais maintenant présenter les petites lignes, l'entre les grandes lignes. Parce que quand on présente ce fond, le fond sur lequel se dessinent ces grandes lignes, eh bien, c'est un fond qui est plus noir que noir. C'est un fond qui est plus terrible que terrible. C'est un fond qui aurait été inscrit dans notre mémoire nationale comme la Shoah s'il n'y avait pas eu la Shoah de la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez? En quoi le camp des Anglais était le bon choix pour le peuple juif? Qu'est-ce que vous préférez, l'Allemagne? C'était l'autre option. Ou bien la France? La troisième option. Les Anglais, toutes choses prises en compte, eh bien, ont été ceux qui nous ont permis de bâtir notre foyer national. Tous les autres, là où ils étaient, voyaient premièrement, y compris les Français, voyaient premièrement leur fonction comme se préoccuper uniquement de son intérêt et de ses intérêts au détriment de la population sur place. Et les Britanniques, toutes choses prises en compte, eh bien, c'était aussi ceux les mieux placés pour se permettre le luxe de laisser reprendre racine ici le peuple juif. Le musée à côté de Netanya dans le Moshav Avichail. Comment pouvait-on le savoir en 1914 pour l'Angleterre? Très bonne chose.
Réponse la plus facile, c'est Ashgacha. Deuxième réponse, l'Angleterre, c'était quand même l'empire le plus puissant à l'époque. C'était au niveau colonial, c'était l'empire qui était à 2 pas d'ici, il était en Égypte. C'était l'empire dont le gouvernement était le plus proche de nos intérêts, tant au niveau idéologique qu'au niveau pragmatique. Des gens qui étaient comme Balfour et Lloyd George et d'autres, qui avaient grandi sur les pages de la Bible et qui voulaient la mettre comment dire, en pratique et qui le disaient ouvertement. Et dans la population de laquelle il y avait toute une tendance, il y a même une tradition britannique pro-sioniste, que ce soit par ses écrivains, George Eliot et d'autres, par ses hommes politiques, Lord de Beaconsfield, etc., déjà depuis le début du 19e siècle. C'est son journal, Times of London, qui parlait de la nécessité du retour juif, le retour des Juifs sur leur terre. Par rapport aux Allemands, eh bien, c'est déjà Herzl qui s'en est rendu compte que quand il est venu rencontrer Guillaume II à Jérusalem en 1898, eh bien, pour finir, rien n'a marché et il a écrit dans son journal, eh bien, tant mieux. Tant mieux parce que si c'était les Allemands qui se seraient portés garants et qui auraient étendu leur, comment dire, leur égide sur notre retour sur notre terre, eh bien, cela nous aurait coûté très, très, très cher. On ne pouvait pas être plus juste. Oui, des protestants, des British, Ken, exactement, je crois que Manitou parlait de ça, Ken, Brit, c'est pas pour rien. Et puis, il y a aussi un concours de circonstances que depuis 1920, eh bien, depuis la Première Guerre mondiale, le centre du mouvement sioniste, tout son leadership se trouve à Londres. Jabotinsky, Weizmann, Sokolov, Echad Ha'am, etc. L'essentiel de son leadership. Ces institutions, depuis 1920, elles sont là-bas. Le premier congrès après la Première Guerre mondiale, c'est à Londres. Il y a un choix qui se fait. Il y a des relations qui sont nouées déjà par Herzl au début du XXe siècle avec Lloyd George et avec Balfour. Déjà à l'époque, ils avaient des fonctions de ministre au gouvernement britannique. C'est quelque chose qui est noué depuis très, très longtemps, que ce soit à Manchester, que ce soit à Londres. Et c'est pour ça que lorsqu'en 1916, eh bien, le ministre des Affaires étrangères français, Cambon, nous propose quelque chose de très similaire à la déclaration de Balfour, eh bien, c'est Sokolov qui vient la recevoir et il n'en fait rien. Il n'en fait rien, pourquoi? Parce que les Français, leur mission civilisatrice, elle phagocyte tout, quoi. Elle avale tout. Elle ne laisse pas à place.
à une autre idée, une autre conception que la sienne. Ce ne sont pas des anges, mais quand leur leadership de 1917-18 nous envoie ici, eh bien, ils y croient. Bien sûr, ils ont fermé la porte du pays pendant la Shoah. C'était des Réchaïm. Je ne dis pas que c'était des tzadikim. Mais je parle au niveau comparatif. Au niveau comparatif. Pour finir, imaginez-vous que Eretz Israël était aux mains des Français. Eretz Israël appartient à Vichy. Je ne parle pas de l'option allemande. Je parle des autres options qui étaient sur l'échiquier, sur la table. Qu'est-ce que vous en dites? Que ce soit le régime du maréchal Pétain qui soit souverain, qui ait le mandat sur Eretz Israël dans les années 40. Matem Omrim. Il a fait, Nachon. Qu'est-ce qu'on fait? Les Britanniques, à cette époque, ils sont là à fonder le Palmach. Les Britanniques, ils sont là à fortifier le Carmel. Les Britanniques, pour la première fois, ils nous distribuent des armes. Et ils nous forment et ils nous entraînent. Imaginez-vous que ceux qui étaient ici, eh bien, c'était la France. Et pas la France libre de Gaulle, hein. De quelle France est-ce que ça ferait partie de la France occupée, celle du Nord ou celle du Sud? Juste pour imaginer, il faut comprendre quelles étaient les options. L'option turque, l'homme malade de l'Europe, qui a été défaite, et ensuite, les Turcs quand ils ont commencé la Première Guerre mondiale, aux côtés des Allemands, ils l'ont appelé djihad. Ce sont les officiers allemands qui ont empêché les Turcs de faire sauter les moulins et les dépôts de farine qui restaient en Eretz Israël pour que la faim ne s'empare pas de tout le Yishuv. C'était les Allemands qui les ont empêchés. Imaginez une des raisons qui a forcé la Marteret Nili à prendre les devants, eh bien, c'était que Sarah Aronson, lorsqu'elle a quitté son mari businessman un peu d'Istanbul, en venant ici, ce qu'elle voyait, c'était ce que les Turcs ils ont fait, ils disaient ce que les Turcs ont fait aux Arméniens. Ils étaient capables de tout. Vous comprenez? Oui, fille aînée de l'Église, Ken, mais il faut voir, Ken, mais il faut voir aussi la réalité pratique. La réalité pratique. Ils se sont conduits comme les derniers brigands pendant la guerre mondiale. Ils n'ont pas bombardé les convois de juifs, des transports de juifs déportés, etc. Mais c'était les seuls en Europe à tenir tête aux nazis, en tout cas à l'Ouest. Et pendant la guerre et le Blitz, et la guerre de Grande-Bretagne, la guerre, oui, le Blitz contre Londres et contre Farnborough, contre toutes les villes, eh bien, c'était les seuls à tenir, alors que les Russes, encore, ils envoyaient provisions, charbon, acier, pétrole, gaz, munitions, blé, tout ce que vous voulez, à l'Allemagne nazie, jusqu'au 22 juin 1941. Jusque-là, les Anglais, c'était les seuls à tenir bon, alors que les Américains les aidaient argent comptant. Argent, vous voulez, pas de problème, en échange d'argent.
Les Britanniques étaient les seuls à tenir. Alors oui, c'était des salauds, mais parmi les salauds, c'était des tzadikim. Comprenez, c'était véritablement les tzadikim parmi les vauriens. Je ne sais pas comment dire. Parce qu'effectivement, ils ont fermé les portes. Mais s'ils n'avaient pas tenu bon, alors? S'ils n'avaient pas tenu bon, eh bien, les nazis seraient arrivés en Eretz Israël, il faut le comprendre. S'ils n'avaient pas, si Montgomery n'avait pas arrêté l'Africa Corps de Rommel, Yimach Shemo Vezichro à El Alamein, les nazis auraient été ici depuis juin 1942. Nekuda. Ici, j'entends en Israël. C'est eux qui les ont arrêtés. C'est-à-dire, on peut dire, ils ne sauvaient pas Nachon, ils n'ont pas sauvé à Auschwitz, ils nous ont sauvés à Jérusalem. Vous comprenez, c'est très complexe toute cette histoire. Il faut voir l'histoire entre les lignes. Zélo Pachout. Oui, bien sûr, la France veut toujours Jérusalem, Nachon. Toujours, il faut poser la question, pas quel est l'idéal. L'idéal, on sait ce que c'est l'idéal, Yamot HaMoshiach. Ça, on sait prier, on est très bien, on est resté sur la touche et attendre le Moshiach, chez Yavo. Et répéter, en attendant, il y a les transports qui partent. Allô, t'as משהו, תחכה לו. La question qui s'impose, c'est quelle est l'alternative? Ma alternative. Faire la guerre aux Britanniques, c'est plus agréable que faire la guerre aux Français. Voyez l'Indochine et l'Algérie. Faire la guerre aux Britanniques est beaucoup plus agréable que faire la guerre aux Turcs, qui massacrent tout le monde, enfants, vieillards, sans compter. Tous les moyens sont bons. Faire la guerre aux Britanniques, c'est préférable que faire la guerre aux Allemands. Croyez-moi, vous le savez mieux que moi. Vous comprenez? Donc, il faut dire la vérité. C'est des salauds. Mais ce sont les tzadikim parmi ces réchaïm. Dans nos commentateurs, on n'en veut pas tellement au pharaon considéré comme la matrice d'Israël. Là, ça ressemble avec les Britanniques. Non? On n'est pas sorti d'Angleterre. On n'est pas sorti d'Angleterre. Je pense que ceux à qui le Rav Kook compare les Britanniques, c'est à Cyrus, le roi de Perse. Et il dit que Balfour, il est mieux que Cyrus. Parce que Cyrus, pour finir, il a fait demi-tour. Dans le Daf Yomi qu'on apprend, il y a quelques pages, Masechet Rosh Hashanah, il est question d'un roi de Perse dont on commence à compter les années au mois de Nissan comme un roi juif. Et puis à la fin de son règne, on continue à compter ces années à partir de Tishrei. Et alors les Chachamim posent la question, Rega, Tachlit, on décide. Soit on compte ces années à partir de Nissan, comme les rois juifs, Rosh Hashanah les Melachim. Nissan, c'est le Rosh Hashanah les Melachim. Donc c'est un Rosh Hashanah à partir duquel on commence à compter les années des rois d'Israël. Et Tishrei, c'est le mois à partir duquel on commence à compter les années de règne des Goïm. Alors il dit, attends, pourquoi? Je crois qu'il s'agit de Dariavesh, enfin de Arshtarshta, c'est l'un des noms de Cyrus, peu importe, dont il s'agit dans la Gemara, Rosh Hashanah. Alors il se pose la question, Rega, Tachlit, tu commences à compter à Nissan ou tu commences à compter à Tishrei? Et pour venir, les sages d'en venir, non,
Au début, il était tzaddik, c'est-à-dire assimilé à un roi d'Israël parce qu'il nous a dit revenez chez vous. Et à la fin, il était comme les rois des Goïm. Il nous a dit non, c'est fini à la comédia, vous partez plus. Et ce que écrit le Rav Kook au sujet de Balfour, c'est que Balfour n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Et au contraire, sur son chevet de mort, il a dit il était le Premier ministre aussi, ministre des Affaires étrangères, s'il y a une chose dans toute ma carrière politique qui donne sens à tout ce que j'ai fait, eh bien, c'est la déclaration Balfour. Et Lloyd George, son Premier ministre, était avec lui, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire, on peut voir, les Britanniques, c'est des vilains. Oui, mais parmi les vilains, vous avez aussi pas mal de gammes. Ce n'est pas la même chose. Churchill, ce n'est pas Hitler, ce n'est pas Staline, c'est pas Pétain. Non, mamash lo. Mamash lo. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est loin du mal absolu. Très loin du mal absolu. Très, très loin. Maintenant, cette image, tout cela pour répondre, merci pour vos questions fantastiques sur pourquoi le choix de la Grande-Bretagne. Ô combien ce choix était justifié. C'était le choix de la Hashgacha. Ce n'est pas seulement le choix de Weizmann, Jabotinsky, du Rav Kook, qui étaient tous à Londres en 1916-17. Tous. C'était le choix de la Hashgacha. Ils l'ont bien compris, ils l'ont saisi. Mamash. Eh bien, toutes ces choses, cela se passe alors qu'en Eretz Israël, mais imaginez ce que c'est. On perd le tiers du Yishuv. Le tiers du Yishuv est effacé. Soit parti en exil, soit mort. Aujourd'hui, on n'a retenu que les bonnes choses. Personne ne se rappelle de l'état des lieux dans le Yishuv. Personne ne se rappelle. Mais c'est ça. Et puis, il y a aussi Hadassah qui est fondée, la plus grande organisation sioniste du monde avec 100 000 membres aux États-Unis, et qui va ensuite avec l'hôpital, etc., etc. Beaucoup de choses, beaucoup de commencements prennent racine à ce moment-là. Waouh! J'ai dit à peine moins de la moitié que de ce que je planifiais de dire. Non, je pensais aussi parler de la troisième et de la quatrième Aliyah des années 20. C'est des choses hyper intéressantes. Oui, Rav Kook était retenu en Angleterre aussi, bloqué par la guerre. Tout à fait. Mais j'ai été pris à mon propre jeu que l'entre les lignes est beaucoup plus grand que les grandes lignes. Et lorsqu'on voit ce fond, lorsqu'on voit le claf, eh bien, les lettres, les grandes lettres, eh bien, elles prennent tout leur sens. Il y a beaucoup plus grand sens que lorsqu'on connaît juste ces lettres. C'est à cela que je vous invite de parler. On va parler des années 20, des années 30, 40, on va progresser comme ça, voir l'entre les lignes des grandes lignes. Les petits personnages qui sont véritablement les grands personnages. Les moins connus qui sont les plus connus. On va en parler. On va en parler. Voilà. Bon, je laisse place à vos questions, à vos commentaires, qui sont toujours beaucoup plus intéressants que ce que je vous raconte. Non, je me rappelle encore de l'histoire de l'Altalène à la dernière fois. C'est fascinant. Fascinant. Avec Monsieur Boublil. Vous êtes là? Et puis avec Nadine.
Non, il n'est pas là ce soir. Vous lui transmettrez mes salutations, mon salut. Et avec Nadine et Mamash. Moi, je me rappelle très bien. Merci beaucoup, Eliezer. C'était passionnant comme d'habitude, mais exceptionnellement. C'était un niveau, voilà. Ça m'a rappelé un petit peu les Druzes. Eux, ils prennent les Névim, ils prennent toujours celui qui est derrière, celui qui est caché. C'est pas Moshe, c'est Yitro. C'est un peu comme ça. Trouver les personnages qui sont derrière, qui sont cachés, qu'on connaît moins. Bon, allez, les questions, les amis. Alors, Laure, tu veux parler? Non. C'était très intéressant. Toda Rava, mais je n'ai pas de question. Oui, Menachem. Il y a une question là-bas. Comment le Yishuv s'est relevé après? Il s'est relevé d'une certaine manière très, très vite. On va en parler la prochaine fois. C'était la troisième alia qui commence en 1919. Ce sont les forces armées de Jabotinsky. C'est déjà dès 1920, c'est la Haganah qui est formée, c'est la Histadrut qui est formée. C'est ensuite Solel Bonnet, Tnuva, Mashbir. Ça prend un essor invraisemblable. Et puis, il y a une autre raison. C'est qu'en 1918 et 1920, il y a plus de 1500 pogroms en Ukraine. C'est la guerre civile, l'intervention, c'est une guerre de tous contre tous sur la zone de peuplement en Russie, Ukraine, Union soviétique bientôt. Et puis, les Juifs fuient. Et puis, les Juifs sont aussi épris d'enthousiasme après la déclaration de Balfour. Alors, ils viennent en masse. Ils veulent venir en masse en Eretz Israël. D'abord, les Britanniques ne le permettent pas, etc. Mais il y a un retour de manivelle très, très fort. Naturellement, il y a de l'aide qui commence à être fournie des États-Unis ou des Juifs outre-mer, on peut dire, pour aider. Ça prend un certain temps. Les Britanniques sont là, quand même, c'est un autre, même si l'administration militaire est antisémite, elle est antisémite, mais elle est antisémite développée, c'est-à-dire elle commence à remettre en place, à arranger l'eau, à arranger l'électricité, à arranger les routes, etc., tout l'approvisionnement, les médicaments, la farine, je ne sais pas, des choses de base, tout à fait de base. Parce que avec les Turcs, c'était véritablement un pays qui était ravagé. Les Turcs sont des Occidentaux descendants de Yafet, je crois. Qu'est-ce qui les oriente vers le djihad? Eh bien, c'était encore avant la révolution non, comment il s'appelle? Atatürk. C'était avant la révolution de Atatürk et ils étaient musulmans. Ils disaient qu'ils étaient musulmans. Je peux dire Oui, quelque chose? Je dois dire, j'ai été un peu choquée par ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as critiqué les Juifs dans les différents pays de la diaspora qui se sont battus avec les armées des pays dans lesquels ils se trouvaient. Et tu as dit, bon, par opposition à la brigade juive, etc. Et tu as cité Zemmour. Attention, Zemmour, il parle alors qu'il y a un État d'Israël. À l'époque, il n'y avait pas d'État d'Israël. Et explique-moi quel choix avaient les Juifs vivant dans les différents pays, si ce n'est d'être des citoyens loyaux. Parce que, j'ajoute encore une petite chose, je suis désolée, on compare souvent les Arabes israéliens avec les Juifs en diaspora en disant
oh, mais vous allez vous comporter avec les Arabes comme les Goïms se sont comportés avec nous. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, Slicha, les Juifs étaient loyaux vis-à-vis des pays dans lesquels ils vivaient. Brigitte, mamash, toda la question. Sauf, yofi, anachno. Eh bien, tout d'abord, je suis d'accord avec ton limoutzrout. Je suis d'accord avec ton limoutzrout quand tu, pour ce qui est de la loyauté, etc., etc. Du peuple juif qui n'avait pas le choix. Maintenant, il y a différentes manières de ne pas avoir le choix. Il y a un devoir de citoyen de s'engager, de servir. Et puis, c'est autre chose que d'en faire un devoir divin, comme on faisait beaucoup de rabbins et beaucoup de juifs orthodoxes. Il y a un troisième choix. Comme beaucoup de juifs, par exemple en Russie, qui allaient à la guerre à contre-cœur et à contre-gré. Pourquoi? Parce qu'en allant à la guerre ou en revenant de la guerre, ils voyaient leurs frères affamés sur les routes, mis à la porte pendant la Première Guerre mondiale, jetés alors qu'ils combattaient pour l'armée russe. L'armée du tsar continuait à y voir des traîtres potentiels et nettoyer la zone de résidence des Juifs, de centaines de milliers de Juifs qui, sur la route, eh bien, mouraient mouraient. Alors, beaucoup faisaient désertion. Maintenant, il faut savoir que sur 1 500 000 Juifs, eh bien, il y a des centaines de milliers de Juifs qui se sont portés volontaires, qui n'étaient pas forcés. Maintenant, même si au début, tu vas à la guerre, eh bien, très vite, il y a une histoire qui commence à circuler. En Russie, dès 1914, il y a une histoire qui commence à circuler sur un juif qui combat sur le front pour ce qui est de l'Ouest, pour la Russie, contre l'armée autrichienne, austro-hongroise. Et puis, baïonnette à la main, tatatam, il se rue au combat et il empaille un soldat ennemi. La seule chose que ce soldat ennemi a le temps de dire, c'est Shema Israël. Le juif qui l'a tué de l'armée russe cesse de parler. Après une semaine, il se suicide. Maintenant, cette histoire, il faut savoir, elle a fait le tour de tous les shtetl, de tous les villages, de toutes les villes. Tout le monde en parlait. Maintenant, une fois que tu entends cette histoire, qu'est-ce que tu comprends? Que cette guerre, avant tout, ce n'est pas la guerre pour ta patrie, pour ce qu'il s'agit de la Russie. Quand il s'agit de Russie, eh bien, ce n'était même pas la patrie. Elle ne nous a jamais admis. Mais même dans d'autres cas, où tu la vois comme la patrie, quand tu vois tes frères juifs mourir, tués par d'autres frères juifs qui, par ironie de l'histoire, portent un autre uniforme, eh bien, il y a le Asimon qui doit tomber. Ce n'est pas ta guerre. Quand ce n'est pas ta guerre, tu ne fais pas tout pour être mobilisé. Tu fais tout pour être démobilisé. Alors, quand on te force, nous bécède. Mais quand on ne te force pas, et quand le mouvement sioniste existe déjà depuis presque 20 ans, et puis qu'il y a en Eretz Israël des dizaines de yishuvim, eh bien, il y a quelque chose à faire. Vous savez, en Grande-Bretagne, il y avait des dizaines de milliers de juifs qui, moi, je ne veux pas être mobilisé. Moi, je suis un Schneider, un tailleur. L'autre, c'est Yofi, Shkoyer. Le Rav Kook, il était à Londres
il émettait par centaines des certificats de rabbins pour libérer tous les juifs qui étudiaient la Torah de l'armée. Vous connaissez l'histoire, je vous l'ai racontée à Arad. On en a parlé à Arad il y a 5 ans, ou 4 ans. C'est quand le Shabbat? Tu peux raconter si c'est pas trop long? Brigitte? Je me rappelle plus. Une histoire fantastique. Lui, il émettait le Rav Kook, il émettait des certificats de rabbins. Pourquoi? Parce que les rabbins, comme les aumôniers, les Havdil, des officiers de la prière, etc., ils étaient libérés de l'armée. Les Britanniques ont vu que alors le Rav Kook a été sommé de venir au commissariat de police à Londres, un commissariat. Et le commissaire là-bas lui dit, mais vous savez, cher rabbin, avec tout le respect qu'on vous doit, vous êtes passible de peine de mort. Parce que lorsque, en pleine guerre, vous aidez des milliers de juifs à déserter, presque, à ne pas être mobilisés, vous sabotez l'effort de guerre britannique. Maintenant, c'est un avertissement. Mais si je voulais, je pourrais vous faire passer devant le Kitat Yorim, le peloton d'exécution, le Halein. Maintenant, le Rav Kook, il sort du commissariat et il est accompagné par son adjoint ou quelqu'un. Tout cela est raconté même pas dans un livre à son sujet, mais dans un très, très grand article de quelques centaines de pages par Yehuda Frenkel dans l'encyclopédie du sionisme religieux. Eh bien, l'autre de dire au Rav Kook, Baruch Hashem, bon, j'espère que maintenant, vous allez arrêter de donner les certificats, de les distribuer comme des pains au chocolat. Enfin bon, les pains au chocolat, ça, je l'ai rajouté. Et le Rav Kook, quelle est la réponse? Il dit, mais vous n'avez rien compris. Regardez ce qui s'est passé. Moi, est-ce que je serais mis à mort ou pas? C'est ça fait. Il y a un doute, c'est pas sûr. Regardez ce qui s'est passé. Il m'a libéré. Mais chaque personne auquel je donne un certificat, elle échappe à une mort sûre. C'est ça fait. Neged Vadaï. Comprenez? Donc, bien sûr. Et puis, il a continué de plus belle. Mais c'était à esquiver une armée qui n'est pas la tienne. En Eretz Israël, le Rav Kook envoyait ses élèves aux entraînements. Il a juste demandé à la Haganah que pour ses élèves, les entraînements ne se fassent pas Shabbat, mais Yom Shishi, ou un autre jour. Comprenez? Donc c'est ça. Et c'est ça. Avec les Arabes, c'est un autre problème. Avec Zemmour, Bessed, je ne vais pas entrer dans la politique maintenant, je sais que c'est un truc chaud, mais j'ai juste dit mon opinion. Quand il parle d'assimilation, parce que je pourrais dire, comme le dirait Arthur Koestler en 1948, que du moment que tu as fait le choix de la France, eh bien sois fidèle à la France, Bessed. Oui, tu dois être Dina de Malchut Adina. Mais ce choix n'est jamais définitif. Et n'oublie jamais où est ta terre, où est ton peuple et où est ta souveraineté. Jamais. Quoi qu'on te dise. Pourquoi? Parce que pour finir, ce même pays va te trahir. Plus tu vas définir, tu vas te devenir fidèle, tu vas déchirer la chemise pour crier ta fidélité. Pour finir, c'est ce pays qui va te trahir. Affaire Dreyfus, etc., etc. C'est ça qu'il faut avoir en mémoire. Ce n'est pas toujours des Juifs algériens qui vont être au pouvoir dans l'Hexagone. Je voudrais faire une remarque. Vous m'entendez? Oui. Ma remarque est celle-ci. Les membres du réseau Nelly
étaient très minoritaires. La plupart des Juifs, je crois que les Juifs de l'Alliance Shnia, ils étaient contre Méli, à Zichron Yaakov. Ils n'étaient pas seulement contre. C'était- Ils ont ouvert le Aron HaKodesh pour faire un cherem, déclarer un cherem contre les gens du Nili. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que les Turcs leur ont dit, écoutez, si vous ne les livrez pas, eh bien, on vous massacre. Oui, c'était par peur, bien sûr. Et c'est 50 ans plus tard que la Knesset a demandé pardon aux membres du réseau Nili. D'accord? Donc, absolument, c'est-à-dire ils n'étaient pas seulement minoritaires dans le peuple juif, ils étaient minoritaires Zichron, dans le Yishuv. Mais Zichron Yaakov, oui. D'accord? Tout le monde Oui, d'accord, vous avez tout le tout à monde fait avait peur raison. de ces terres et tout Tout ça. le monde avait peur, ce qui dit la grandeur de cette martyre est une grandeur invraisemblable. Je crois qu'on en a parlé il y a quelques années, mais c'est toujours bon de s'en rappeler. C'est toujours bon de s'en rappeler. Pas mal. Oui, Sarah Lini, pour revenir. Je peux faire une remarque? On m'entend? Oui, Sophie, bien sûr. Les remarques D'accord, toujours les plus intéressantes. Surtout si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, d'accord. J'ai deux remarques à faire. Donc, sur Zemmour, bon, je dirais pas ce que j'en pense, peu importe. C'est pas le sujet, mais moi, je pense que néanmoins, il a le mérite de mettre en lumière la contradiction des Juifs qui sont en diaspora, qui se pensent pour certains comme en Israël et tout en restant en exil, en fait, tout en restant là où ils sont. Donc, il faudra qu'à un moment donné, ils choisissent. Et c'est ça qu'il un petit peu qu'il dit, quoi. Enfin. Et d'autre part, merci de le dire. D'autre part, par rapport aux Anglais, c'est sûr que les Anglais, c'est mieux que les Allemands, et Churchill, c'est un acteur moteur dans la victoire contre Hitler, ça c'est sûr et certain. Mais néanmoins, j'avais l'impression, mais peut-être que je me trompe, que les Anglais, ils ont quand même suivi leurs intérêts en Palestine, et leur intérêt, il s'est révélé qu'il était du côté des Arabes et pas d'une autre. Et en fait, c'est ce qui était l'avis du Foreign Office. Alors, il y a eu des personnalités, vous les avez citées, qui avaient une sensibilité pro-sioniste et qui, voilà, mais c'était peut-être des personnalités, mais l'Angleterre, sa politique, ça a quand même été, il me semble, mais peut-être vous allez me dire que je me trompe, ça a quand même été de se mettre du côté des Arabes parce que c'était leur intérêt. Et s'ils ont aidé le peuple juif, ça a été à leur insu, quoi. C'était... je vais vous dire, Sophie, je vais vous dire plus. Je vais vous dire plus. Ils ne nous ont pas aidés. Ils nous ont donné les moyens de nous aider nous-mêmes. Oui, d'accord. Oui. Ils nous ont donné 20 ans où on pouvait, on avait un maximum de liberté pour nous aider nous-mêmes. Et la question que Annie, vous venez de décrire, si beaucoup de Juifs étaient montés après Balfour, les choses auraient été bien probablement différentes. Eh bien, il y a en 1929 un représentant britannique qui s'appelle, je crois, Simpson, on va en parler, qui est venu et qui a dit, mais, dear friends, vous aviez 10 ans. Vous aviez 10 ans pour inonder Eretz Israël. Et il faut savoir qu'avec tout leur antisémitisme, les premiers quotas de Juifs qui pouvaient entrer dès 1920, c'était 16 500 Juifs. À vrai dire, 16 500 familles juives. C'est-à-dire, en vérité, et là je signe, ce n'est pas mes chiffres, c'est des signes de Aviva Halamish et d'autres chercheurs, 70 000 Juifs par an pouvaient venir. Mais mal à Assot, quand Chaim Weizmann a projeté de récolter 150 millions de dollars sur 5 ans de 1921 à 1926, surtout chez les Juifs américains, il a récolté 20 millions.
20 millions sur 150, imaginez ce que c'est. C'est même pas un cinquième. Et après quoi, il a écrit, mais Am Israël, Efoata, Yeka, où tu es, peuple juif? Et je vais parler, bon, là j'anticipe un peu, mais effectivement, il y a les Britanniques, peut-être qu'on n'aurait pas pu, peut-être que si, peut-être que ça, peu importe. Les Britanniques, c'était encore une fois des scélérats et des vauriens, mais gentlemen. On va finir sur ça. On va finir gentleman. תודה רבה, Eliezer et Yohan.